Madame, Monsieur, bonjour et merci de toujours témoigner votre fidélité à ITV. L'effort de pédagogie, d'explication et d'engagement est toujours plus que nécessaire en ces temps de grande complexité. SICODEV Afrique, Institut panafricain de recherche, de formation et d'action pour la citoyenneté, la consommation et le développement en Afrique, ainsi que ENDA Pronat qui fait partie du réseau international d'ENDA Tiers-Monde ont joint et uni leurs forces aux fins de participer donc au débat citoyen dans le cadre du développement durable. Ils font cause commune pour porter les débats qui vaillent sur des thématiques importantes et majeures, gouvernance foncière, alimentation et nutrition, gouvernance sanitaire et protection sanitaire, protection sociale et également le dialogue sociopolitique. Sur ce plateau, nous y recevons Monsieur Amadou Kanouté, qui se trouve être directeur exécutif de SICODEV. Bonjour, Monsieur Kanouté. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec beaucoup de plaisir. Très bien. À votre gauche, nous avons M. Ardo Sow, qui est chargé de projet à ENDA Pronat. Merci également, M. Sow, d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Content d'être ici aussi. C'est ça. J'aurais dû commencer par elle ou avec elle, Mme Thérèse Mbaye, qui est une femme rurale, mais également actrice de développement. Merci, Mme Mbaye, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup et d'être fier d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est un plateau assez relevé. Donc, on va commencer avec M. Kanouté. On va vous demander de revenir un peu sur votre cœur de métier. On a vu que vous faites assez de communication. On voit sur des plateaux de radio et de télévision. Est-ce qu'aujourd'hui, pour nous rafraîchir la mémoire, vous pouvez revenir un peu sur les objectifs de SICODEV? Nos objectifs, et ici je parle au nom d'une dynamique que nous portons tous, avec tous les acteurs que vous avez listés, notamment ceux qui s'activent pour une gouvernance foncière apaisée et équitable, ceux qui s'activent pour l'alimentation, pour lutter contre la vulnérabilité alimentaire, en commençant par la vulnérabilité alimentaire chez les enfants, à l'école, à travers les cantines scolaires, ceux qui travaillent pour la durabilité de l'agriculture, notamment à travers l'agroécologie, ceux qui travaillent pour le dialogue social, ceux qui travaillent pour la nutrition. Notre objectif en cette période, c'est de dire nos préoccupations. En tant qu'organisation de la société civile, il faut que nous nous assurions que c'est porté à l'attention de ceux qui briquent les suffrages des Sénégalais pour influencer, je dis bien influencer, leur programme de campagne et leur programme de gouvernance. C'est cela notre objectif aujourd'hui. Faire en sorte que chaque directoire de campagne puisse entendre quelles sont les recommandations citoyennes, quelles sont les préoccupations des citoyens que nous devons intégrer dans notre programme de gouvernance si jamais j'étais élu. Nous sommes également avec M. Sow. Vous partagez le même plateau aujourd'hui avec SICODEV. La question qui nous vient rapidement, c'est qu'est-ce qui vous lie à SICODEV et également nous rappeler ce sont quoi vos objectifs au niveau de ENDA Pronat. Merci beaucoup. Je salue aussi le doyen Kanouté et aussi la doyenne Madame Thérèse Mbaye. Ce qui nous lie à SICODEV et les objectifs de ENDA, ça peut se résumer ainsi. C'est les communautés, c'est le monde rural. Depuis plusieurs années, ENDA Pronat, qui est membre du réseau ENDA Tiers-Monde, travaille avec les communautés pour leur développement, pour la protection
et la gouvernance des ressources naturelles. Dans la même chose aussi que fait SICODEV. Et ensemble avec d'autres organisations, on s'est retrouvés main dans la main dans différentes plateformes pour écouter les communautés, recueillir ce qui ressort aussi des besoins de ces communautés pour partager ça, comme il vient de le dire, avec ceux qui cherchent à briguer aujourd'hui le mandat des Sénégalais et partager nos préoccupations, que ce soit sur la gouvernance foncière, parce que comme vous le savez, il y a eu plusieurs péripéties depuis un bon moment. Une loi qui date de 1964, qui n'a pas été réformée, la santé des sols, la santé des êtres humains, ça passe par là-bas, mais aussi l'action sociale. Donc de voir comment toutes ces propositions peuvent être partagées avec ces acteurs qui briguent le mandat aujourd'hui. Ça, c'est une préoccupation que nous avons aujourd'hui. Très bien. Nous allons faire la même chose avec Madame Bey. Vous nous dites que vous êtes une femme rurale. J'imagine que les femmes rurales sont la majorité ici au Sénégal, sont majoritaires. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement une définition simple de c'est quoi une femme rurale? Oui, merci beaucoup. Comme le disait, en tant que femme rurale, agent de développement, je crois que la femme rurale, c'est une personne ou des femmes qui nourrissent d'abord, qui s'activent dans l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et dans ce domaine, la femme rurale, donc, du matin au soir, s'active dans ces activités pour permettre à ses enfants, à sa famille, de survivre et en même temps d'économiser pour l'éducation, la santé et l'alimentation de sa famille. Et avec ça, comme je le disais tout à l'heure, ces femmes rurales donc, qui sont majoritaires dans le Sénégal, je peux dire, ou dans le monde entier, aujourd'hui sont un peu marginalisées par ce qu'on dit tout à l'heure, que Kanouté l'a dit avec Sow, l'accès aux femmes à la terre. Et quand on dit rural, on dit paysanne, j'espère bien que c'est la terre qui enveloppe tous ces domaines. Donc ces terres-là, c'est quelque chose de rare pour ces femmes-là pour pouvoir faire leurs activités et en plus faire l'élevage qui est autour de ça. Avec ça, c'est pour cela qu'avec ENDA, Pronat, avec SICODEV, il y a beaucoup d'ateliers qui se sont faits par eux et aussi notre savoir ou notre connaissance locale qui est valorisée par ces ONG pour qu'on puisse arriver là où on veut. Voilà, le thème générique de ce plateau, c'est report de l'élection présidentielle, enjeux et perspectives pour la société civile. On a entendu depuis quelques jours quelques levées de boucliers et même de l'indignation. Alors, est-ce que ce report de l'élection présidentielle, M. Kanouté, comporte des enjeux pour vous en tant que SICODEV? Et finalement, quelle est votre position sur ce qui vient d'advenir et de se décider au Sénégal par Monsieur le Président de la République? Notre position est très claire. Nous sommes une organisation de la société civile, nous sommes une organisation républicaine. Et donc, nous tenons à ce que le calendrier républicain puisse être respecté. Autrement, les enjeux sont très clairs. C'est de l'incertitude, c'est de l'instabilité et c'est tout simplement un environnement imprévisible. Figurez-vous tout ce que nous avons pu faire avec toutes ces organisations qui sont dans cette dynamique que nous représentons aujourd'hui ici. Nous avons travaillé pendant des mois. Nous avons mobilisé des ressources. Et aujourd'hui, tout cela est remis à l'eau. Ce que je dis pour nous, organisations de la société civile, l'est tout autant pour les partis politiques qui ont mobilisé des ressources, qui ont fait des investissements. Ça l'est tout autant pour notre calendrier du développement, tout simplement. Il arrive dans la vie d'une nation qu'il y a des moments où il faut procéder à des ruptures.
où il faut engager, comme on dit, embrayer pour redémarrer, repartir, revivifier la vision de la nation, revivifier l'espoir de la nation. Ces élections représentaient pour nous tout cela. On a travaillé pendant des mois et des mois. On était prêt à descendre sur le terrain, à rencontrer les directoires de campagne, à leur présenter nos recommandations citoyennes que nous avons appelées Yóbbalu société civile. On était prêt à engager les débats dans les médias, avec les candidats, avec les autres acteurs. On était prêt à engager les forats populaires et citoyens dans les zones agroécologiques de ce pays. On était prêt à travailler avec les écoles sur comment promouvoir et renforcer les cantines scolaires. On était prêt à travailler avec tous les acteurs de la santé pour promouvoir une santé accessible et adaptée aux besoins des citoyens. Aujourd'hui, tout cela est balayé d'un seul coup. L'enjeu est très important parce que il y a des moments où les nations ont besoin de repartir de nouveaux pieds. On a raté le coche. Nous reviendrons tout à l'heure sur les perspectives, parce qu'il y a enjeu et perspectives. Donc avant que de parler également des 4 axes qui constituent ce plateau. Monsieur Sow, vous également, vous devez être interpellé. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à ce report et quels sont les enjeux pour vous de ce report à Enda Pronat? Bon, moi je donne juste un exemple et je rejoins d'ailleurs M. Kanouté par rapport à ce report qui va impacter le Sénégal dans sa globalité, mais surtout le monde rural. Imaginez-vous que depuis 2019, au sorti des élections de 2019, jusqu'à maintenant, le Sénégal est en perpétuelle campagne électorale. Donc, ce qui a des conséquences économiques, sociales sur le pays, mais surtout des éleveurs. Aujourd'hui, on vient juste de sortir d'une campagne agricole. Les éleveurs étaient en transhumance et il y a eu la pluie. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce que la campagne agricole est bonne ou elle n'est pas bonne? Ça devait être l'heure du bilan et de partager tout ce qui est ressorti de ces campagnes ou bien de ces différentes campagnes que les politiciens ne sont pas appropriés d'ailleurs pour partager ça avec les candidats à la présidentielle. Ça, il y a un travail qui a été fait qu'on voulait partager. Des préoccupations par rapport au foncier, des préoccupations par rapport à la santé, des préoccupations par rapport à la sécurité alimentaire de manière globale. Je donne juste l'exemple. Cette campagne ou bien ce report, et Dieu décida de reporter ces pluies à 6 mois ou bien 7 mois. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose. Aujourd'hui, les Sénégalais restent à leur fin parce qu'on était tous prêts à aller aux élections. Et une bonne fois pour toutes, que cette histoire de politicien puisse s'arrêter à partir du mois d'avril et que les Sénégalais puissent retourner dans leurs champs, retrouver leurs troupeaux ou bien se mettre dans leur pirogue pour aller chercher le poisson qui aujourd'hui même peine à trouver ce poisson. Donc là, c'est un souci en tout cas qui est partagé par le monde rural, par l'ensemble des Sénégalais. Et nous, on va s'y joindre en tant que plateforme, que ce soit le cadre de réflexion et d'action sur le foncier, que ce soit la DITAES, la dynamique pour la transition agroécologique, pour partager ça et partager aussi le souci de tous les Sénégalais avec ceux qui sont aujourd'hui et de la société civile et aussi des politiques qui sont là, parce que je peux dire que tout ceci aussi, c'est un combat entre politiciens qui nous a mis dans cet état. Et ça a écorné l'image de notre pays. Comment, en tant qu'agriculteur, en tant qu'éleveur, en tant que pêcheur, on va s'en sortir? Comment est-ce qu'ils vont prendre en compte nos préoccupations? Ça, c'est une grande question qu'on voulait les poser. Malheureusement,
Jusqu'à quand? Perspective, peut-être interpeller rapidement Madame Mbaye. Est-ce que les femmes rurales discutent de ces sujets de report ou d'élection parce qu'elles sont beaucoup plus concentrées sur leur activité quotidienne? Est-ce que ces sujets vous interpellent? Je crois que quand on dit report élection, ça handicape le monde rural. Parce que les politiciens, là où ils sont, comme je l'avais dit tantôt, ne savent même pas ce qui se passe à la base. Et avec ça, quand il y a le report des élections, ces femmes-là avaient, comme on le dit souvent, préparé. D'habitude, c'est les politiciens qui venaient vers nous. Cette fois-ci, on a fait des réunions et des réunions pour essayer d'enregistrer quelque chose ou de ce qu'on doit les parler, de ce qui nous préoccupe. Comme j'ai dit, c'est la terre qui nous préoccupe, c'est l'agroécologie, l'alimentation, l'éducation de nos fils. Parce qu'on a vu déjà qu'à partir de 9 h aujourd'hui, je crois qu'il y a des braillages. Et on n'a pas les moyens d'amener nos filles ou nos enfants vers les écoles privées. Donc à ce moment-là, qui est perdant, c'est le monde rural. Et ce rapport, depuis 2019, je peux dire, ou 2020, il y a les manifestations, il y a des problèmes, et tout ça se répercute à la base. Parce que l'économiquement, les femmes ne se voient pas là-dedans, surtout les paysans, comme l'a dit. On était dans le système de l'agriculture aujourd'hui. On n'a pas évalué l'hivernage, qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il n'a pas donné, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Maintenant, on est en train de dire que les élections d'ici 6 mois à 10 mois, et dans tout cela, où sont les mondes ruraux qui voulaient vraiment parler de l'agriculture de cette année. Donc ça, vraiment, c'est un handicap. Et vraiment, le panier qu'on avait mis sur place pour dire, cette fois-ci, c'est nous qui allons interpeller les électeurs, les candidats sont où. Maintenant, on ne sait à qui parler. Et vraiment, c'est quelque chose vraiment qui handicape tout le monde rural. En tant que paysan, vraiment, on n'était pas d'accord et on n'est pas d'accord sur cette report des élections. Très bien, mais voilà, c'est un peu flou. Maintenant, il y a également le mot ou le terme perspective dans tout ce qu'on a dit. Et ce mot me semble plus important parce que ça envisage ou énonce les solutions, les pistes de sortie de crise ou bien l'avenir. Quelles sont les perspectives, M. Kanouté, que vous voyez dans la situation actuelle que nous vivons en tant que SICODEV et ONG qui s'occupent de développement et surtout de développement durable? Nous allons nous plaindre dans tous les espaces appropriés pour dire les élections ne doivent pas être reportées. Nous allons manifester dans tous les espaces appropriés pour que les élections ne soient pas reportées. Nous allons mobiliser dans tous les espaces à travers le Sénégal pour dire que ces élections ne doivent pas être reportées. C'est notre rôle en tant qu'organisation de la société civile, quand nous voyons quelque chose qui peut impacter la vie de la nation et donc la vie des citoyens au nom de qui nous parlons, c'est notre devoir d'élever la voix et de dire pourquoi ça devrait être comme ça ne devrait pas être comme ça. En termes de perspective, le plus urgent, c'est cela. Mais au-delà, ce qu'il nous faut, c'est ce que nous avions prévu de faire, notamment d'aller sur le terrain, d'aller dans les médias, de mobiliser les médias, de mobiliser les acteurs à la base, les forats communautaires, les forats citoyens. Nous allons continuer à le faire. Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation, la priorité pour tout le monde dans ce pays, c'est ces politiques auxquelles Ardosso a fait référence. La gouvernance foncière. Comment allons-nous nous assurer qu'elle puisse repartir? La gouvernance sanitaire. Comment allons-nous nous assurer que les citoyens
peuvent accéder à des soins de santé à bon prix et dans un espace géographique accessible. Comment allons-nous faire en sorte que nos enfants qui vont à l'école, le ventre creux, n'arrivent pas à bien apprendre parce que tout simplement, ils n'ont pas eu de quoi manger. Il nous faut instaurer ce type de dialogue aujourd'hui pour que nous ne soyons pas surpris. Si jamais il y a un quelconque changement, ces éléments que nous comptions mettre à la disposition des directoires de campagne qui aujourd'hui n'ont plus notre temps. Ils sont plus préoccupés à de quoi demain sera fait. Comment allons-nous, en tant que directoire de campagne, nous assurer que ces élections se déroulent? Nous, puisqu'on a le plan que nous avions, c'était d'aller les voir et de leur présenter nos recommandations citoyennes, nous allons le continuer et le faire de manière différente à travers les forats, à travers les dialogues dans les médias et faire en sorte que nous puissions nous faire entendre pour que les préoccupations des citoyens puissent être prises en charge par les politiques. Même si nous n'avons pas la possibilité de rencontrer les directoires, parce qu'ils sont occupés peut-être à autre chose, aujourd'hui, nous allons faire en sorte que notre propos puisse être entendu et partagé par tous les Sénégalais au nom de qui nous parlons. Et donc, les questions qui sont soulevées ici, la gouvernance sanitaire, la gouvernance alimentaire, l'agriculture, le foncier, l'agroécologie, il faut que nous puissions instaurer le dialogue autour de ces questions-là avec tous les citoyens. Voilà. Justement, dialogue, le mot est lancé. Est-ce que le dialogue dont vous parlez est différent de celui dont on entend? Ah oui, quelle est la différence? Vous savez, si vous vous rappelez, il y a 2-3 mois, il y avait eu un dialogue similaire. Ouais. Et notre position avait été de dire, ce dialogue ne peut pas être concluant parce que les vrais acteurs qui ont besoin d'être autour de la table pour dialoguer avaient été exclus de cet espace de dialogue. Aujourd'hui, on nous ramène le mot dialogue. C'est un dialogue politicien. Nous, ce dont on parle, c'est les préoccupations des citoyens. Quelles sont les voies et moyens par lesquels ils peuvent être pris en charge? Le dialogue là-bas, c'est un dialogue autour de comment allons-nous nous assurer que telle personne participe, comment allons-nous nous assurer qu'il est accepté qu'on reporte les élections, en contrepartie de quoi, dans quel compromis sommes-nous prêts à nous engager? Ce n'est pas ça dont nous parlons en tant qu'organisation de la société civile. Quand on parle, nous, de dialogue, c'est entre les dirigeants et les administrés. Il faut créer des modes, des mécanismes de dialogue structurés sur les questions qui préoccupent les gens. J'espère bien m'avoir fait bien comprendre que le dialogue dont nous parlons, c'est le dialogue citoyen, le dialogue structuré sur les questions de développement. Très bien. On va vous laisser respirer un peu. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Les questions de développement dans un tel contexte sont reléguées en arrière-plan ou au second plan. Monsieur Sow, vous vous occupez beaucoup, vous vous intéressez en tout cas beaucoup aux questions, en fait à la gouvernance foncière et gouvernance foncière responsable. C'est ce qu'on a lu un peu dans la présentation. Est-ce que vous pouvez nous en faire une définition claire? C'est quoi la gouvernance foncière responsable d'après vous? Bon, voilà, merci. Vous savez que nous sommes un pays où la majorité des populations sont dans le monde rural. C'est des agriculteurs, c'est des éleveurs, c'est des pêcheurs, c'est des gens qui exploitent la forêt. Donc il y a plusieurs usages au niveau de ces forêts. Donc comment faire en sorte que tous ces gens-là puissent profiter des différentes ressources naturelles qui sont au niveau de ce monde rural?
pour pouvoir nourrir les Sénégalais. Depuis plusieurs années, je peux dire depuis 2012, 2011, je remonte même à 2008, suite à des crises, il y a eu la ruée vers les terres africaines, des accaparements de terres, des grosses entreprises qui venaient prendre les terres sans concertation avec les communautés. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, plusieurs milliers d'hectares des Sénégalais sont cotés dans des bourses. Et ça, juste par un décret signé par un président de la République. Sans concertation avec les communautés, sans concertation avec les populations qui sont au niveau ou bien qui étaient sur ces terres. La société civile en tant que telle a travaillé à appuyer ces communautés. Mais au-delà, ont animé des réflexions pour sortir des propositions. Parce que le nouveau gouvernement en 2012, quand ils sont venus, ils ont lancé une réforme foncière. Nous, en tant que société civile, dans le cadre de réflexion et d'action sur le foncier, toutes les organisations, que ce soit SICODEV, que ce soit ENDA, que ce soit le CENSER, d'autres organisations ont sillonné le Sénégal à la rencontre des communautés dans les 6 zones agroécologiques et ont recueilli des propositions. Et les propositions, c'était quoi? Dans un premier temps, le rejet de toute marchandisation de la terre. Parce que l'objectif du gouvernement, ou bien les premières propositions qui étaient sorties par la Commission nationale de réforme foncière, c'était d'immatriculer les terres du domaine national au nom de l'État ou bien au nom des collectivités territoriales, ce qui entraînerait une perte du contrôle des Sénégalais ou bien de la nation sénégalaise, puisqu'on dit que les terres du domaine national appartiennent à la nation sénégalaise. Donc un rejet systématique de tout ce qui est marchandisation du foncier. Et de voir maintenant, avec plusieurs autres propositions, le contrôle citoyen devait être instauré. C'est-à-dire que les citoyens, si toutefois il y a une demande de délibération ou bien toute autre action sur le foncier, que les citoyens puissent participer, donner leur mot pour que ça soit beaucoup plus inclusif et qu'il n'y ait pas après de différends entre les communautés et la collectivité locale, entre les communautés et l'État du Sénégal. Donc toutes ces propositions ont été versées dans le document de politique foncière qui est aujourd'hui rangé dans des tiroirs au niveau de l'État. Donc ce qu'on voulait, c'était, comme vient de le dire le doyen Kanouté, c'est de ressortir toutes ces propositions, en tout cas de les partager avec les partis politiques au niveau de leur coordination, donc de partager ça avec eux et de pouvoir voir comment est-ce qu'ils vont prendre ça en compte. Récemment, il y a eu des lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale, parce que ce qu'on a vu, c'est que depuis 2012 jusqu'à présent, au lieu de faire une réforme foncière de manière vraiment plus englobante, c'est d'aller par des réformettes à travers des décrets qu'on sort. Donc nous, en tant que société civile, ce qu'on a demandé, c'est de faire une réforme foncière. Parce qu'imaginez-vous que la loi qui régit le foncier au Sénégal, la loi sur le domaine national, date de 1964. Donc comment aller vers une réforme foncière inclusive où on prend en compte les préoccupations des communautés? Il y a eu le code pastoral qui vient de passer. Il y a eu un recensement sur l'élevage qui vient de passer, qui a été presque une catastrophe, où des organisations d'éleveurs ont sorti un document par rapport à leurs préoccupations. Donc comment prendre toutes ces préoccupations par rapport à l'accès des femmes au foncier, par rapport au dialogue dont il vient de parler, donc pour partager ça avec les directoires de campagne, pour que ça puisse être pris en compte et par le président qui va venir, puisque l'actuel président il devait partir, et aussi même les membres de l'opposition, de la prochaine opposition, qu'ils puissent s'approprier de tout ça et que ça puisse instaurer un débat sain pour le bien-être du Sénégalais, pour le bien-être de l'agriculteur ou bien de l'éleveur ou bien du pêcheur sénégalais qui nourrissent les Sénégalais. On va revenir tout à l'heure sur la transition écologique, mais j'ai eu également parcouru, en parcourant le document, vu la cellule de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, la CRAFS. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement?
C'est le cadre de réflexion et d'action sur le foncier dont les doyens sont là. Ah, très bien. Donc, ils ont participé à la mise en place, donc nos organisations, comme je viens de le dire, suite à des constats sur comment le foncier sénégalais était en train d'être accaparé, comment était la gouvernance de ce foncier, des organisations de la société civile se sont retrouvées pour mettre en place ce cadre de réflexion et d'action. Donc, dans un premier temps, d'appuyer les communautés contre l'accaparement des terres. On a vu les cas de Fanaï qui sont passés par là. Et c'était à la veille des élections de 2012. En 2011, on a vu le cas de Ndiaïel avec 25 000 hectares, le cas de Ndengeler. Donc, c'est voir comment appuyer ces communautés pour que les terres ne se retrouvent pas entre les mains des privés ou bien d'étrangers, sans pour autant qu'il y ait une concertation. L'autre chose, c'est de faire une production de connaissances. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est appuyé sur des argumentations, sur des études que nous avons faites au niveau du monde rural, des recherches, donc à partir de là, de faire des propositions et de voir avec l'État du Sénégal comment est-ce qu'on peut avoir une gouvernance foncière inclusive et durable. D'accord, très bien. On va rebondir sur Madame Bey. Vous dites que vous êtes marginalisées, les femmes rurales, en tout cas, elles n'ont pas accès à la terre, on l'entend souvent dans les médias. Il y a même quelqu'un qui est assez taquin qui dit que les femmes, souvent, elles ont le monopole de la douleur, elles crient partout et tout ça, mais elles ne sont pas désavantagées tout le temps. Quels sont vos problèmes sur le plan foncier et plus globalement, quelles sont les difficultés les plus prégnantes ou les plus pointues de la femme rurale ici au Sénégal? La première difficulté sur l'accès aux femmes à la terre. Et en quoi les ONG vous aident aussi? Oui, c'est qu'on a fait des études sur le foncier avec nos collègues partenaires ONG. Et dans cela, on a vu que la plupart des femmes, on dit que les femmes ont accédé à la terre, c'est des groupements qui regroupent 100 ou plus de 100 femmes qu'on délivre 2 à 3 hectares. Et quand tu divises 150 femmes, selon ces 3 hectares ou 4 hectares, chaque femme ne peut pas avoir une périmètre qui la permet d'exécuter tout ce qu'elle veut faire dans ces terres. Deuxièmement, aussi, ces femmes, des fois, on les affecte de la terre là où les femmes ne peuvent pas y arriver à temps. Parce que, comme je le disais tantôt, la femme le matin a beaucoup de corvées qu'elle doit faire à la maison. Avec ça, elle doit se déplacer à 4 à 5 km pour aller vers ses parcelles. Donc, le temps qu'elle doit faire pour aller et travailler là-bas, des fois, les résultats qu'elle attendait sur ses parcelles ne la permet pas de les obtenir. Troisièmement, c'est que ces femmes aussi ont des difficultés à leur propre famille. Parce que quand tu prends toutes les religions, l'islam ainsi que le christianisme, aucun de ces lois ne dit pas que la femme ne doit pas accéder à la terre. Mais dans notre coutume, des fois, ton frère ou ton papa te dit que tu es femme, tu dois partir. Et nous, femmes, quand on est mariées aussi, tu n'as pas là où tu habites. Là où tu vas te marier, on te dit que tu es mariée ici, donc tu ne peux pas accéder à ces terres. Donc un jour, tu peux aussi avoir ce divorce, tu retournes là où tu venais, et là-bas aussi, tu n'as rien à... C'est pour cela qu'on a dit que vraiment, on doit faire un dialogue accompagné par ces gens-là. Et pour faire ce dialogue, on a eu des juristes, des personnes ressources qui nous ont fait comprendre la loi, qu'est-ce qu'il dit. On a invité des imams pour eux aussi puissent nous faire savoir qu'est-ce que la religion a dit sur ça. Et à ce moment-là, on a dit que la femme peut accéder à la terre par une demande de délibération à la mairie et même avoir une terre par rapport à l'héritage de ses parents. Et ça, vraiment, ça nous a permis aussi de faire des sensibilisations et des animations sur ça. Donc, c'est pour cela que toujours, et quand on dit accès aux femmes à la terre, ce n'est pas pour nous. Tu sais que tu as 2 femmes ou 3 femmes ou une seule femme. Quand il y a problème comme cette fois-ci, il n'y a pas assez de vivres, comme on le dit, dans les périodes de soudure, c'est les femmes qui vont vraiment
vivre ses conséquences. Parce que c'est à eux de chercher là où faire vivre leur famille, leurs maris et leurs enfants. La santé ainsi que la santé et l'éducation. Donc la femme a une lourde charge sur elle qu'elle doit appliquer. Et en tant que femme rurale, donc, elle doit avoir là où exécuter ses activités pour pouvoir avoir des revenus qui vont faire vraiment le développement dans sa famille, ainsi que l'élevage et la pêche qu'on disait. Très bien. Avant que de revenir avec M. Kanouté, M. Sow, au-delà de la réflexion que vous menez chez vous au sein de vos ONG, est-ce que vous avez mené des actions de terrain pour, on pourrait dire, porter la bonne parole sur ces questions foncières qui sont décisives dans ce pays? Est-ce que concrètement, sur le terrain, quels sont les actifs que vous avez? Bon, je vais dire que mener la bonne parole ou bien partager avec les communautés, je peux dire que c'est notre quotidien. C'est l'organisation de rencontres, comme je viens de le dire, de partage d'expériences auprès des communautés au niveau des villages, parce qu'on commence au niveau du village, donc c'est des assemblées villageoises, des forats villageoises, pour remonter au niveau des collectivités territoriales, puisque la gestion foncière leur est confiée. Donc c'est de voir comment créer ce link entre les villages ou bien les communautés et les collectivités territoriales pour essayer d'épurer, en tout cas, éviter tout ce qui est conflit. Donc, notre quotidien, c'est de travailler avec les communautés pour les sensibiliser, pour les informer, partager avec eux, mais aussi recueillir leurs avis et la vision qu'ils ont sur le foncier, sur le développement, mais la gestion ou bien la gouvernance des ressources naturelles en général. Parce qu'au-delà, il y a la terre, il y a les forêts qui sont là. On parle aujourd'hui de trafic de bois qui transite par la Gambie. Comment encadrer, appuyer ces communautés et mettre en place des outils et des mécanismes qui permettent à ces communautés de pouvoir protéger de ce qui reste peu de forêt au niveau du Sénégal. Comment encadrer et voir comment les communautés, les collectivités locales, s'il y a besoin de délibération, qu'ils puissent discuter pour qu'il n'y ait pas après de litige, peut-être Tolbi Makamom, Tolbi Momoko, donc de pouvoir discuter autour de ça. Ça, c'est à travers des propositions que nous avons faites d'ailleurs sur les comités villageois paritaires, où c'est une instance au niveau du village où la discussion est faite. Si toutefois il y a un déplacement de la commission domaniale qui est envoyé par le maire pour les enquêtes foncières avant d'aller vers une délibération. Donc je peux dire que ça c'est notre quotidien. C'est notre quotidien aussi de sensibiliser les communautés sur la santé de la terre. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, au-delà de l'avancée du front urbain, au-delà des accaparements de terres qui réduit l'espace, et une population qui est en train, ou bien une démographie qui est en train d'augmenter. Donc ce qui réduit l'espace. Mais il y a la salinisation des terres. Comment travailler contre l'avancée de la langue salée? Comment travailler contre la dégradation de ces terres avec l'utilisation abusive des pesticides et des engrais? Comment restaurer la santé du sol? Comment restaurer, par ricochet aussi, aider les communautés à avoir des aliments de qualité et aussi tout en préservant l'environnement, tout en préservant l'écosystème. Ça, c'est un travail que nous faisons au quotidien auprès des communautés. Non, c'est un travail très important puisque quand on y voit de près, ce qui domine sur les questions foncières, ce sont les spéculations, les gens parlent de bradage et même de carnage quelquefois. Donc, ce que vous faites me semble très, très important. Mais il faut avoir la terre pour pouvoir avoir la production. Donc c'est une transition pour pouvoir parler de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. C'est aussi un autre grand dossier et programme. Quelle définition d'abord pour que les gens comprennent vous faites de la souveraineté alimentaire? Parce que ça ne nous a pas échappé qu'il y a ici un ministère de la souveraineté alimentaire et souveraineté nutritionnelle également. Qu'est-ce que cela veut dire
concrètement et rapidement. Concrètement, Hassan, ce que ça veut dire, c'est la capacité pour une nation de pouvoir produire, consommer, contrôler cette consommation et cette production de manière à être le moins dépendant ou alors tout à fait indépendant de tout apport extérieur. C'est différent de la sécurité. C'est différent de la sécurité alimentaire, parce que la sécurité alimentaire, on peut dire, on n'a pas besoin de produire notre riz. Parce que le riz peut venir de l'Asie. Et on peut faire valoir, comme l'avait fait la Banque mondiale, le FMI, le prétexte que vous n'êtes pas compétitif pour produire du riz, achetez plutôt le riz qui vient de l'Asie, pendant que vous vous concentrez sur un autre domaine. Ça, c'est un raisonnement qui, aujourd'hui, est complètement dépassé. Les gens ont bien compris que, quand il y a eu la Covid, les gens ont préféré garder le riz que de nous l'envoyer. Vous ne pouvez pas parler de souveraineté alimentaire dans ces cas. Donc, souveraineté alimentaire, Hassan, pour nous, c'est cette capacité pour une nation à produire et à consommer ce qui relève de sa culture et de sa manière de gérer son environnement. Très bien. Et alors, quand j'entends tout ce qui a été dit sur ce plateau, c'est cela les vrais enjeux. Comment faire en sorte que les 60% de la consommation, de la production alimentaire en Afrique et au Sénégal sont le fait des femmes. Mais seulement 11% de ces femmes contrôlent ou détiennent des terres. Vous ne pouvez pas parler de souveraineté alimentaire. Si vous voulez la souveraineté alimentaire, là, faites en sorte que celles-là qui produisent pour nous nourrir, qu'on puisse augmenter leur accès et leur contrôle à la terre. Parce que ce faisant, vous aurez augmenté encore plus leur capacité de production. Comment pouvez-vous parler de souveraineté alimentaire et nutritionnelle si vous êtes en face des questions préoccupantes comme les changements climatiques, où on nous dit, d'ici 2050, si les températures continuent à augmenter de 2 degrés, ce qui fait l'objet de tous ces débats dans les instances internationales comme la COP, dont on vient de fermer les portes à Dubaï. Si les températures continuent à augmenter de 2 degrés, la production alimentaire en Afrique subsaharienne va baisser de 40%. Le riz, le mil, le sorgho, le maïs, vous voyez toutes ces productions-là que nous consommons au quotidien, ben la production alimentaire d'ici 2050, si les températures continuent à augmenter de 2%, la production alimentaire va baisser de 40%. Pendant ce temps, la population va augmenter de 50%. Moitié, Les enjeux sont là. Et c'est de tout cela que nous voulions parler avec les directoires. C'est de tout cela, que nous voulions mettre sur la table, dans l'escarcelle, pour que les directoires de campagne et les candidats puissent les entendre et les intégrer dans leur programme de campagne et de gouvernance. Comment pouvez-vous espérer avoir un développement du capital humain, ce qui est une forte préoccupation aujourd'hui, dans le plan Sénégal émergent, pendant que les enfants qui vont à l'école marchent 3 kilomètres, ils arrivent à l'école, ils n'ont pas pris le petit déjeuner, ils vont passer la journée à l'école, ils ne vont pas manger, et vous voulez que ces enfants, qui sont partie intégrale du capital humain de notre pays, puissent avoir l'esprit à bien écouter le maître pendant qu'il parle. C'est ça les enjeux réels. Et voilà que soudain, à cause d'un report, tous ces enjeux, nous n'avons plus la possibilité de les poser, de les discuter dans un esprit apaisé, constructif, qui nous permette de dire demain,
voilà le Sénégal. D'accord. Donc, selon vous, les vrais sujets sont complètement éludés au Éludés, Sénégal. Ouais. complètement, nous sommes pris en otage par les politiques. Et ça, on avait espéré sortir de ce cercle vicieux avec les prochaines élections, où nous aurions eu la possibilité de mettre en place, de bâtir, de co-construire des politiques publiques de manière inclusive, de manière consensuelle, où nos préoccupations auront été entendues par les candidats qui brillent nos suffrages, et où ceux-là mettront en place des mécanismes de redevabilité qui permettent de dire « j'avais dit, j'assume mes promesses de campagne, et j'ai mis en place des programmes qui prennent en compte dans ma gouvernance les préoccupations que vous aviez portées à mon attention. » D'accord. Tout cela est perdu. Et c'est pourquoi nous disons il faut respecter le calendrier républicain. J'y reviens. Ah ouais. Non, ça c'est très important pour évoquer tous ces sujets. C'est bien qu'il faut organiser les élections, mais moi je pense également qu'il faut organiser le pays. Parce qu'il y a trop de désorganisation dans le pays. Et ça, c'est un autre sujet. Il y a, j'ai vu également la transition agroécologique, qui est aussi un sujet important et même d'actualité ou bien dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Est-ce que ça entre toujours dans le cadre de la souveraineté alimentaire ou bien c'est complètement différent? Quels sont, qu'est-ce que cela recoupe, ce terme de transition agroécologique? Souveraineté alimentaire, Ouais. mais maintenant dynamique pour la transition agroécologique. Il nous faut aller à cette transition, à ça. Les changements climatiques nous y obligent. Nous ne pouvons pas continuer à produire selon un mode qui dégrade le climat. Tout à l'heure, j'ai mis le doigt sur l'enjeu par rapport à la production alimentaire. Mais c'est la même chose par rapport à l'emploi. Nous avons des jeunes qui aujourd'hui représentent une richesse. On parle du dividende démographique. Mais le dividende démographique ne peut être valorisé que quand vous avez investi dans la jeunesse de manière à ce que cette jeunesse puisse vous rendre ce que vous avez investi sur elle. Mais alors, si on est dans un environnement qui se dégrade, je l'ai dit, la production alimentaire va baisser. Si on est dans un environnement qui se dégrade, nous allons arriver à un moment où c'est tout le système de production qui sera complètement détruit. Et c'est là la nécessité d'agir pour changer les modes de production et de consommation qui induisent la crise climatique qu'il y a aujourd'hui. C'est là que se situe donc la question liée à transition agroécologique. Et nous avons mis en place au Sénégal une dynamique qui s'appelle la DITAES, la dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, parce que le gouvernement avait retenu que l'écologie, l'agroécologie seraient des piliers extrêmement importants de sa gouvernance. Et nous avons dit, en tant que société civile, nous nous sommes toujours battus pour qu'il y ait des modes de production durables, pour qu'il y ait des modes de consommation durables. Et voilà que notre gouvernement nous dit, je réponds à cela en mettant en place un ministère qui va s'occuper de l'écologie, un ministère qui va s'occuper de la souveraineté alimentaire. Tout cela, ça recoupe la question de la transition agroécologique. Mais en tant que société civile, et de manière très constructive, nous avons décidé de produire un document de contribution que nous avons remis formellement à l'ancien ministre du Développement durable, Abdou Karim, pour le président Macky Sall, qui devait venir, mais qui avait été retenu hors du pays, au Grand Théâtre,
nous avons remis formellement ce document à son ministre du Développement durable en son temps, en disant, voilà notre contribution, puisque vous avez décidé d'aller vers la transition agroécologique. Agroécologie, c'est tout simplement des pratiques culturelles qui rendent les terres durables, qui permettent aux terres de se régénérer, qui permettent à ce qu'il y ait des produits sains. Et c'est très simple quand il s'agit de mettre ensemble l'agriculture couplée à l'élevage, couplée à une bonne gestion de l'eau, couplée à une bonne gestion des cultures, et tout cela doit reposer sur le contrôle de la semence. Et nous avions attiré l'attention du gouvernement en leur disant, vous ne pouvez pas parler de souveraineté alimentaire si vous ne contrôlez pas la semence et si vous comptez sur les OGM pour pouvoir justement les avoir OGM, des semences. Ça n'est pas compatible. Il faut qu'on soit cohérent. Et l'idée ici, c'est de mettre en place une politique de semences paysannes qui fera que les paysans peuvent produire ces semences, vendre quand ils veulent, échanger quand ils veulent. Mais si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas parler de souveraineté alimentaire. Et c'est vers tout ça, c'est la mise en place de tous ces éléments qui constituent le programme pour la transition agroécologique. Très bien. Moi, je pense qu'il a tout dit. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a 2 points qui restent, on va peut-être terminer avec ça. Protection sociale et gouvernance sanitaire, et le dialogue, on l'a un peu ébauché, mais on peut y revenir rapidement. Sinon, madame, la question que je voulais vous demander, sur quoi ou en quoi les ONG vous sont utiles, vous, en tant que femme rurale, dans vos activités agricoles, etc., etc. Est-ce que vous avez senti l'appui de ces ONG d'une façon ou d'une autre? Oui, nous félicitons beaucoup ces ONG qui nous appuient, parce que tout à l'heure, il a parlé de la transition agroécologique. Et avant ça, on a fait une étude nous-mêmes avec eux, qui nous a montré les impacts. Parce qu'avec le changement climatique, on a vu qu'il n'y avait plus de forêt, les animaux sont malades, la terre est malade, parce que la terre n'a plus de fertilité qui devait nous donner les rendements. Et à ce moment-là, avec l'étude, on a vu que les rendements qu'on avait avant ne viennent plus. Comment faire? Hier, nos parents faisaient l'agroécologie, comme il vient de le dire, mais aujourd'hui, il n'y a plus le bétail, il n'y a plus de bétail, comme je peux dire, ou bien la fertilité des soldats nous manque beaucoup. Avec ça, on a fait l'étude avec eux et ça nous a poussé à régénérer la forêt en impliquant l'élevage dans l'agriculture et en regardant là où il y avait les mares, de recreuser ces mares pour pouvoir avoir. Et avec ça, on a vu que vraiment, ça nous donne la santé et la santé de nos terres qui va produire. C'est pour cela, l'importance de cela, c'est que eux, quand ils viennent sur le terrain, ils nous appuient d'abord avec des formations, des sensibilisations. Et avec ce qu'on sait, eux aussi, ils les aident de valoriser le savoir local. Ça, c'est très important, parce qu'ils ne sont pas venus au-dessus, descendre et faites ceci, faites cela. On travaille ensemble, on étudie ensemble, et vraiment, dans l'exécution, on est devant eux, ils nous poussent matériellement ou financièrement. Mais vraiment, avec notre savoir local, les ONG qui interviennent dans la zone, vraiment, beaucoup d'eux travaillent en collaboration avec le monde rural. Et vraiment, on a vu vraiment l'impact et l'importance de cela. Très bien. C'est ça. Donc, nous en sommes à la dernière ligne droite. On peut en même temps en profiter pour faire les conclusions, parce qu'il restait encore la protection sociale, comme je l'ai dit, et le dialogue qu'on a ébauché. Monsieur Sow, en guise de conclusion, je ne vais pas vous dire de lancer un message, parce que ce ne serait pas très, très professionnel. Mais sinon, de nous dire, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait avec ce contexte-là? Vous, est-ce que vos partenaires vont être frileux? Quel est en quelque sorte le dernier message que vous auriez pu lancer
à l'endroit non seulement des pouvoirs publics, mais également de vos partenaires, pour que vous, au niveau de ENDA Pronat, que vos activités ne soient pas impactées par tout ce qui se passe dans notre environnement. Bon, merci beaucoup. Pour dire vrai, certaines de nos activités étaient déjà impactées avec ce calendrier, ces tiraillements entre politique et tout ça. Mais on a toujours essayé de s'adapter. Mais aujourd'hui, demain et après-demain, qu'est-ce que ça... Qu'en est-il? Donc on ne sait pas, c'est un grand point d'interrogation. Donc c'est un message qu'on lance à l'endroit des politiques, que ce soit le gouvernement actuel, que ce soit l'opposition, que ce soit toutes les parties prenantes, de voir comment faire respecter le calendrier électoral. Parce que les communautés avec qui nous travaillons, ils ont besoin de ça. Je le disais tout à l'heure, depuis bientôt 5 ans, ce pays est en campagne électorale. Ils ont besoin de changer vraiment les informations qu'ils écoutent à la radio. Parce que souvent, c'est des tiraillements et tout ça, mais d'apporter un débat de développement sur comment développer ce pays, comment développer l'agriculture, comment développer l'élevage. Et là, c'est de voir comment instaurer un dialogue qui est différent d'ailleurs, comme vient de le dire le président Amadou Kanouté, un dialogue de politiciens, mais un dialogue entre les communautés, l'État du Sénégal, ou bien en tout cas les communautés, et de voir comment développer ce pays, comment développer les activités agro-pastorales. Et ça, avec la DITAES qui est mise en place, c'est au niveau local, comme je l'ai dit tout à l'heure, de commencer par la base. Donc des DITAEL, des dynamiques de transition agroécologique sont mises en place au niveau des départements. Donc c'est de réunir les acteurs à la base, que ce soit les producteurs, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit l'administration, et de discuter ensemble. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'amener les acteurs à changer leur mode de production, comme il vient de le dire. Comment est-ce que la collectivité territoriale, ne serait-ce qu'un petit montant, intégré dans son budget quelque chose qui est consacré à l'agroécologie. Donc si on a ça, peut-être ça va évoluer. Mais tout ça ne peut être possible que si on respecte le calendrier républicain, que si on écoute les communautés pour qu'on puisse prendre en compte leurs préoccupations. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Sow. Merci. Madame Mbaye, en guise également de conclusion, en tant que, au-delà de femme rurale, actrice de développement, en vertu ou au regard de votre collaboration assez étroite avec les ONG, quel dernier mot vous voudriez laisser à l'endroit des Sénégalais, compte tenu de tout le contexte que nous sommes en train de vivre? Est-ce que vous auriez un message fort à lancer? Oui, merci beaucoup. Mon message fort est de respecter le calendrier électoral d'abord, pour vraiment respecter le monde rural. Le monde rural qui vraiment, tout ce qui se passe, vraiment les inquiète, parce que l'information qu'ils doivent avoir, ils peuvent l'avoir surtout par les médias. À part ça, des fois, c'est des complications pour eux. Deuxièmement, vraiment, tous les candidats qui sont au niveau de cette campagne électorale puissent écouter la base et prendre en compte leurs préoccupations. Les ONG sont là, ils nous ont accompagnés à écrire, à parler, à enregistrer notre campagne pour montrer ça à ces candidats. Aujourd'hui, on est là. Les femmes même avaient pris des prêts pour acheter les arachides, de l'eau, pour pouvoir vendre au niveau des meetings et des campagnes. Aujourd'hui, où sont ces femmes-là? Où vont vendre? Et les crédits qu'elles ont pris, qui va les remettre? Donc, c'est des handicaps qu'on a vus au milieu rural, vraiment, qui est aujourd'hui là. Et à cause de cette calendrier électoral qu'on a reporté, et vraiment, je n'ai pas vu, moi, en tant que touriste, la nécessité de reporter ces élections. D'accord. Vraiment, ça devait se tenir à la date qu'on a pris, et vraiment respecter les gens qui ont pris l'engagement à s'investir ou à chercher des revenus dans ces différents camps.
D'accord, merci Madame Baye. On va terminer en beauté avec Monsieur le directeur exécutif. Quand on entend SICODEV, c'est le dev qui vous frappe, c'est le développement, etc. Le développement, ça passe par ce que vous appelez peut-être le débat citoyen, la citoyenneté, etc. Vous aussi, je vais vous demander de nous délivrer votre dernier mot. On n'a pas pu épuiser d'ailleurs tous les chapitres et tous les sujets qu'on voulait aborder, mais il y aura d'autres plateformes et d'autres plateaux. Quel message poignant vous voudriez lancer en tant qu'ONG qui est particulièrement proche des Sénégalais et des Sénégalaises? Deux thèmes me semblent être très proches des Sénégalais au terme de cette discussion, et sur lesquels peut-être nous n'avons pas pu vraiment développer, mais qui répondraient à votre question. C'est la santé. Prenez notre budget. Sur un budget de l'année dernière de 6 000 milliards de francs CFA, notre budget pour que les citoyens puissent accéder à la santé ne représentait que 9,5%. Sur 6 000 milliards de francs CFA. L'une des préoccupations que nous allons porter à la connaissance des candidats, c'est comment allez-vous augmenter ce budget-là pour que tous les citoyens puissent accéder sur le plan financier, sur le plan géographique, sur le plan de la qualité des services à des soins de santé abordables, de bonne qualité et proches de nous. C'est une question fondamentale, c'est un enjeu fondamental, pas de développement sans santé. Comme ils le disent en enveloppe, premier enjeu, au-delà de cela. Vous avez parlé aussi de protection sociale. Ça, c'est le deuxième enjeu. Vous prenez notre budget de l'année dernière, 6 000 milliards de francs CFA. Toutes les composantes de la protection sociale, le plan Sésame, les enfants de 0 à 5 ans, la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, les cantines scolaires. Aucune de ces composantes n'a plus de 2% dans le budget de 6 000 milliards de l'année dernière. Vous imaginez? Nous parlons de protection sociale, nous parlons de capital humain. Et ces composantes que je viens de lister, qui sont les piliers de la protection sociale, le budget du Sénégal n'affecte pas plus de 2% à aucune de ces 5 composantes que je viens de citer. Donc se pose l'enjeu réel de comment allons-nous financer de manière durable et pérenne la protection sociale? Comment allons-nous travailler à ce que la couverture puisse être étendue et couvrir le maximum de Sénégalais pour que chacun dise « je profite du développement de ce pays ». D'accord. Merci beaucoup, M. Kanouté. Le futur président, c'est lui qui fait... Le président, c'est lui qui fait les arbitrages budgétaires. Oui. Et le président, il sortira des candidats. J'espère que... Donc, d'où l'opportunité, en fait, l'importance des plateaux que vous étiez en passe d'organiser. Nous vous remercions d'être venu aujourd'hui nous parler de tous ces sujets qui sont capitaux. Je rappelle que nous avions sur ce plateau M. Amadou Kanouté, le directeur exécutif de SICODEV Afrique. Il y avait également M. Ardo Sow, qui est chargé de projet à Enda Pronat, ici à Dakar. Et enfin, j'aurais toujours dû commencer par elle, Madame Thérèse Mbaye, qui est du réseau des femmes rurales, mais qui est également ici en tant qu'actrice du développement. Merci beaucoup, Madame Mbaye, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci également à tous nos chers téléspectateurs.
de rester toujours fidèle à ITV où des questions importantes sont toujours traitées pour le bien commun. Merci et à bientôt.